Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs, que nous démarrons avec le reportage que je vous invite à écouter. Sale temps donc pour les bandits au Cameroun, sale temps également pour les sponsors du terrorisme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest aux États-Unis. Après celle de mars et de mai 2023, les tribunaux américains viennent de prononcer d'autres condamnations, cette fois-ci contre des leaders séparatistes financiers, des enlèvements du cardinal Christian Toumi et du Fon Binglo Ier d'Unso dans la région du Nord-Ouest. Ils écopent ainsi de 3 années de prison pour actes de terrorisme. Des séparatistes poussés à leur dernier retranchement et qui affluent maintenant de plus en plus vers les centres de DDR. Augustin Guizana. Ils sont 3. Claude Chi, Francis Chenui et là Nestor Lamy, reconnus coupables des faits de terrorisme. Leurs actes commis sur le sol camerounais remontent au 6 novembre et au 6 décembre 2020, date de l'enlèvement de feu cardinal Christian Toumi et le Fon Denso Seminglo. On les a aussi refusé caution, donc ils sont en prison pendant que leur procès prend son cours. Et ça peut faire dans le système américain de 1 an à 18 mois. Ils sont au total 6 personnes dont les sentences sont tombées entre mars et mai 2023 aux États-Unis. Ces condamnations arrivent dans un contexte où les combattants séparatistes des régions du nord-ouest et du sud-ouest déposent de plus en plus les armes et regagnent les centres DDR. Ils voient qu'ils n'ont pas encore ce soutien matériel, financier ou administratif. Et ils voient aussi que maintenant, on les appelle les terroristes dans les tribunaux aux États-Unis. Donc vraiment, leur cause n'est pas valable. L'avocat des familles victimes de la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est satisfait de ces actions, mais invite les autres pays à emboîter le pas aux États-Unis dans la traque des séparatistes. Voilà, vous venez donc de suivre le reportage de nos confrères de la CIA TV au sujet de la condamnation de 3 activistes indépendantistes anglophones vivant sur le sol américain. Ils ont été condamnés à 3 ans de prison pour avoir commandité l'enlèvement de feu cardinal Christian Toumi et de Fon Denso. C'était en novembre 2020. Mesdames et messieurs, je vais commencer par vous faire remarquer que je ne pouvais jamais imaginer que la magistrature, ou si vous voulez la justice, dans des pays comme les États-Unis, la France, je sais pas moi, l'Angleterre, le Canada, bref, dans des pays occidentaux là, je ne pouvais jamais imaginer, disais-je, que la justice pouvait aussi être inféodée par le politique. Je pensais que c'était une histoire des pays africains où le politique peut se permettre d'instrumentaliser le judiciaire pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais je me rends compte que même aux États-Unis, il est fort possible qu'un pays étranger puisse influer sur le cours de la justice américaine. Ça, vraiment, à travers cette affaire dont vous venez de suivre l'une des parties, je suis en train de me rendre compte que la justice américaine est complètement à genoux devant Paul Biya et son régime. Et c'est franchement regrettable. C'est même lamentable à la limite. Le monsieur qui parlait tout à l'heure dans le reportage, l'avocaillon brouillon qu'on appelle Maître Emmanuel Nsalaï, je me souviens que cet individu, en janvier 2019, il a déposé une plainte contre, c'est-à-dire qu'au courant 2019-2020,
Il a déposé une plainte contre Tapang Aivo, Eric Tato, Chris Ano, et il y avait un autre activiste ambazonien là dont j'ai oublié le nom. Toutes ces plaintes, toutes les plaintes de Baristan Salai ont été classées sans suite. Et là, nous étions sous Donald Trump. Nous étions sous Donald Trump. Donc, il a introduit une plainte auprès des tribunaux américains pour les mêmes conneries, genre terrorisme. Et vous avez suivi dans le reportage. Ils ont dit que les 3 qui ont été condamnés là, l'ont été pour terrorisme. C'est-à-dire qu'on se croirait dans une justice bananière du Cameroun à Yaoundé ou à Douala. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment la justice américaine peut être tombée aussi bas. Sincèrement. Alors ce monsieur a donc déposé des plaintes contre ces activistes-là. Ces plaintes ont été classées sans suite. Que ce soit la plainte contre Tapang Aivo, contre Eric Tato, contre Chris, toutes ces plaintes ont été classées sans suite par les tribunaux américains. Ce n'est même pas qu'on a ouvert le dossier et puis, bon, on a débattu pendant des mois, voire des années avant de rendre le verdict. Non. C'est-à-dire que les juges ont examiné la plainte, ils ont dit que non, nous on ne peut, ça c'est du chiffon, ça on ne peut pas ouvrir, on ne peut pas enclencher une procédure à partir de ces machins-ci, on ne peut pas. Allez, classer sans suite, case dismiss. Mais je suis surpris que sous Joe Biden, les mêmes plaintes, c'est-à-dire que les mêmes plaintes formulées par le même Baristan Salai, avec le même amateurisme, sont acceptées par la justice américaine qui prononce des condamnations contre des activistes ambazoniens. Vraiment, je suis très surpris par ce revirement du système judiciaire américain. Je suis vraiment surpris. Pourtant, Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État américain, dont l'équivalent du ministre de la Justice, des Relations extérieures, pardon, aux États-Unis, avait publié un communiqué en juin 2021. Et dans ce communiqué, il avait annoncé que toutes les parties au conflit anglophone seront frappées d'interdiction. Donc, il avait dit que ce qui empêche une résolution pacifique du conflit dans les régions anglophones se verront interdits de visa. Donc, bref, ils seront frappés d'un certain nombre de sanctions. Alors, on s'attendrait à ce que, du côté des Ambazoniens, tout comme du côté de l'État du Cameroun, on voit des sanctions qui s'abattent sur les deux camps. Or, on a comme le sentiment que, pendant que les militants ambazoniens, les militants indépendantistes anglophones qui vivent aux États-Unis sont traqués par la justice américaine, les officiels camerounais, c'est-à-dire que les membres du gouvernement et tout ce que vous pouvez imaginer, sont libres d'aller et venir aux États-Unis. Par exemple, Paul Biya, le criminel de guerre, chef suprême des forces armées, celui-là même dont l'armée a massacré des dizaines de milliers d'anglophones, celui-là dont l'armée a violé des femmes et des jeunes filles, dont l'armée a incendié des cases villageoises, pas plus tard qu'il y a quelques jours, une vingtaine de civils ont été massacrés à Big Babanki, dans ce que vous appelez le Nord-Ouest. C'était tout récemment là. À aucun moment on a entendu les États-Unis réagir. Ni les États-Unis, ni l'ONU, ni les organismes de défense des droits humains là. Personne n'a réagi. Mais alors personne n'a réagi. Et moi ce qui me surprend, c'est que ces trois Ambazoniens qui vivent aux États-Unis ont été condamnés pour terrorisme. Comme si ce que l'armée, ce que les soldats camerounais font en Ambazonie
ne s'appelait pas du terrorisme, n'est pas assimilable au terrorisme. Je suis étonné. Je suis étonné que les États-Unis ferment les yeux à toutes ces exactions que l'armée camerounaise continue de commettre en Amazonie. Je suis surpris. Je suis surpris. Mais en même temps, je comprends pourquoi les États-Unis préfèrent marcher au rythme de Paul Biya, au rythme de Yaoundé. C'est tout simplement parce que le gouvernement américain, c'est pour deux raisons. La première raison est que le gouvernement américain, non, le gouvernement camerounais a concédé des permis d'exploitation pétrolière à l'entreprise américaine, au géant pétrolier américain Chevron. C'était lors de la visite, ou si vous voulez, lors du sommet Afrique-États-Unis, auquel prenait part le président, le dictateur camerounais, Paul Biya. Et vous avez tous suivi l'actualité autour de ce sommet-là. On a vu des ministres, des officiels camerounais en audience avec leurs homologues américains. Il était question que les États-Unis puissent mettre à la disposition de la justice camerounaise les leaders amazoniens qui vivent aux États-Unis en échange des permis d'exploitation pétrolière qui ont été concédés à Chevron, qui est une entreprise américaine qui fait dans l'exploitation du pétrole. Donc ce sont les intérêts, c'est-à-dire que le pétrole camerounais, qui fait en sorte que les États-Unis sont obligés de marcher au rythme de Yaoundé. La deuxième raison, c'est le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine. Vous savez, le Cameroun joue un rôle central, c'est-à-dire que dans le golfe de Guinée, en tant que leader de l'Afrique centrale, c'est-à-dire que le Cameroun joue un rôle non négligeable. Alors, depuis que la crise russo-ukrainienne s'est déclenchée, les États-Unis sont en train de se rendre compte du regain de la guerre froide que le monde entier a connue entre 1947 et 1999. Alors, pour contrer l'avancée des Russes, parce que vous-même, vous savez, la Russie est présente aussi bien en Centrafrique qu'au Mali, à travers le groupe paramilitaire Wagner. Et maintenant, pour contrer l'avancée des Russes, les États-Unis ont besoin d'alliés. Et le Cameroun a simplement bondi sur l'occasion pour dire aux Américains que, écoutez, si vous avez besoin de notre soutien, voilà ce que vous devez faire. Voilà. Il y a des personnes sur votre sol qui commanditent des actes terroristes. Ça, c'est le terme, la terminologie ou le langage usité par le pouvoir de Yaoundé. Il y a des personnes sur votre sol qui commanditent des actes de terrorisme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, entre guillemets. Mettez-les à la disposition de la justice camerounaise afin qu'ils soient jugés pour les crimes qu'ils ont commis. Ou alors, à défaut, si vous n'êtes pas capable de les mettre à notre disposition, et bien jugez-les là-bas sur place. Voilà donc pourquoi les États-Unis sont obligés de se mettre à genoux devant le pouvoir de Yaoundé. Ils n'ont pas le choix. D'où le procès que vous voyez là, la parodie de procès que vous voyez là. C'est une parodie de procès. Et je tiens même à vous dire que certains là, contre lesquels sont prononcées toutes ces condamnations, certains continuent de vaquer librement à leurs occupations. Hein? Ah oui? Certains continuent à vaquer librement à leurs occupations. Vous avez entendu parler d'une certaine Manga.
Mangang continue d'être libre de ses mouvements. Elle est là. C'est-à-dire que l'une des militants ambazoniens qui sont poursuivis devant les tribunaux américains. Là. Et je vais conclure cette chronique de MBT en disant que Charles de Gaulle avait vraiment raison quand il disait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ils n'ont que des intérêts. Parce que les États-Unis auraient dû se mettre du côté du peuple du Southern Cameroun, qui se bat pour une cause juste, à savoir son indépendance qui a été volée par la France-Afrique. Puisque les États-Unis avaient voté pour l'indépendance du Southern Cameroun lors de l'Assemblée générale des Nations Unies du 19 avril 1961. Et je l'ai dit tout à l'heure que sous Donald Trump, on n'aurait jamais assisté à ce spectacle vraiment qui est indigne d'un pays comme les États-Unis. Toutes ces condamnations à tête chercheuse là. On n'aurait jamais assisté à cela sous Donald Trump parce que sous Donald Trump, l'Ambazonie a été reconnue de manière symbolique dans l'État de Massachusetts. C'était en septembre 2017. Ah oui. Mais depuis que Biden est là, Biden joue le jeu du pouvoir dictatorial de Yaoundé. Biden ferme les yeux sur tout ce que les soldats, les militaires camerounais commettent comme crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le Southern Cameroun. Biden copule avec le dictateur et criminel de guerre Paul Barthélémy Biya-Bienvenue et c'est franchement regrettable pour les États-Unis. C'est regrettable. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi la chronique de MBT. N'oubliez pas de partager au maximum. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube. Nous sommes déjà 25 000. Ouf, c'est pas mal, mais continuez à vous abonner mesdames et messieurs. L'idéal serait qu'on atteigne, je sais pas moi, 100 000 ou 200 000 abonnés. Continuez à vous abonner autant que faire se peut. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.